Je vous propose que l'on débute notre réunion de ce jour. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Enrico Letta. Vous êtes ancien président du Conseil italien, président de l'Institut Jacques Delors, qui est l'un des think tanks les plus importants sur les questions européennes dans notre pays. Monsieur le Président, vous avez remis un rapport Conseil européen, un rapport important qui a été salué comme tel sur le marché intérieur. Et donc nous avions prévu de vous auditionner sur ce sujet. C'est ce que nous allons faire, évidemment. Vous y avancez des pistes importantes de réflexion sur répondre au constat d'un marché intérieur beaucoup trop fragmenté en raison d'une normalisation parfois excessive, la persistance de nouveaux obstacles à une pleine intégration dans les secteurs de la finance, de l'énergie, des communications électroniques. Et comme Mario Draghi, dans son rapport ultérieur, vous estimez qu'il s'agit là d'un des principaux freins à la compétitivité européenne. Vous faites dans ce rapport de très nombreuses propositions, vous les détaillerez évidemment, pour permettre de redonner tout son élan à l'action législative européenne, avec une harmonisation maximale dans certains secteurs, comme les télécommunications, favoriser la croissance des opérateurs pan-européens, favoriser le recours aux règlements plutôt qu'aux directives, qui mènent à une surtransposition parfois excessive dans un certain nombre d'États membres, la rédaction d'un code européen du droit des affaires, le lancement d'obligations vertes européenne afin de financer l'interconnexion des marchés de l'énergie, l'instauration d'une 5e liberté qui viendrait s'ajouter aux 4 libertés du marché intérieur. Et puis, une partie qui prend, je crois, une dimension supplémentaire aujourd'hui, qui est liée à la défense, puisque l'actualité internationale nous rattrape et que le retrait américain et la fin du soutien américain à l'Ukraine nous oblige, je crois, nous, Européens, à changer de dimension et de braquet. Et donc, nous devons penser la défense européenne, en tout cas c'est ce que je crois, comme un bien commun, et ne plus être simplement financé par les budgets nationaux. Et donc, il faut qu'on arrive à bâtir un marché commun de la défense européenne. C'est une des propositions que vous formulez en mettant ensemble les 27, plus le Royaume-Uni, la Norvège, l'Islande, et puis les 3 pays de l'OTAN qui font partie des Balkans, l'Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord. Et donc je crois que c'est une idée intéressante sur laquelle on pourrait évidemment débattre aujourd'hui. Et puis un dernier point qui me semble aussi dans l'actualité, dans la discussion, en tout cas qui est revenu beaucoup dans le débat parlementaire que nous avons eu ces derniers jours, c'est la mobilisation des avoirs russes qui ont été gelés dans les banques européennes et qui pourraient être utilisés pour venir en soutien de la résistance ukrainienne compte tenu du désengagement américain. Et donc ces avoirs russes pourraient être mobilisés pour venir soutenir la résistance ukrainienne. Voilà quelques-unes des questions qui se posent. Et puis après, ce seront à mes collègues présents ici ce jour de vous interroger. Je vous laisse la parole. Je précise que vous devez nous quitter pour 16h15. Et donc nous essaierons de tenir ce temps-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être à nouveau parmi vous. C'est la 4e fois que je viens dans ma vie dans cette commission à échanger avec les parlementaires. Je suis ravi de pouvoir le faire aujourd'hui. Donc je vais faire 2 points, un point général sur le rapport, un point peut-être sur les choses du rapport qui ont plus d'actualité liées à la question de défense qui aujourd'hui fait la une. Le rapport, premièrement, un exercice qui m'a été commandé par le Conseil européen et la Commission européenne, que j'ai décidé de exercer avec une activité bottom-up, comme on dit, c'est-à-dire à travers un long voyage partout en Europe, beaucoup de villes en France, et beaucoup de rencontres avec un peu tous les milieux qui ont été pour moi très, très intéressants et très importants pour avoir des idées et pour les mettre, ces idées, en place dans le rapport. Le rapport est un rapport dans lequel on m'a demandé, non pas de dire ce que je pense du futur de l'Europe, personnellement, mais on m'a demandé un rapport sur ce qui est faisable aujourd'hui, dans la situation présente, avec le cadre politique, institutionnel et économique présent. Donc, j'ai décidé de prendre un premier point important que je mets au début à votre attention, qui est le suivant. Ce que j'ai proposé est faisable avec les présents traités. C'est-à-dire, je n'ai proposé aucun changement de traité préalable aux propositions que je fais.
Tout ça pour une raison très simple. Je pense qu'aujourd'hui, le décrochage et le déclin économique de l'Europe et des pays européens par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, est de telle entité que ce serait, je pense, absurde de réagir à ce qui se passe et même réagir au défi de Donald Trump en ouvrant un débat institutionnel entre nous et en ouvrant un débat sur un changement de traité. Je pense que ce serait totalement aller à côté de la plaque. Par contre, pendant le Covid et même dans les premiers mois de l'invasion russe de l'Ukraine, on a compris que les présents traités ont la flexibilité nécessaire pour faire beaucoup de choses, si il y a la volonté politique, évidemment, de les faire. Le rapport est un rapport qui met le focus sur un sujet principal qui est le suivant. On a la même monnaie en Europe, donc on a conclu l'union monétaire, mais de ce grand projet qui était le marché unique et qui est devenu après la union économique et monétaire, à la fin, on a conclu seulement le M de l'union monétaire, mais le E de l'union économique reste aujourd'hui un grand problème. C'est-à-dire que dans les sujets que j'ai mis au centre de l'attention, que Monsieur le Président, vous avez, il y a un instant, reconstruit, ce sont les trois grands domaines de compétitivité, les télécoms, les services financiers et l'énergie. Dans ces trois grands sujets typiques du marché unique européen, nous ne sommes pas un, mais nous sommes 27. Et le fait d'être 27 a des conséquences dramatiques sur notre compétitivité. Les sujets que j'ai le plus mis à l'attention sont évidemment ceux des marchés financiers. Le fait qu'on ait 27 et que, par exemple, le marché financier américain est 1 fait en sorte qu'une large partie de nos mêmes épargnes s'en vont aux États-Unis et renforce les entreprises américaines qui reviennent en Europe pour acheter nos entreprises européennes avec l'argent de nous, les épargnants européens. Ce serait tout autre chose si on avait un marché unique européen beaucoup plus fort et capable donc d'attirer nos investissements. La même chose dans le côté des télécoms, où évidemment la fragmentation en 27 marchés des télécoms fait en sorte que tous les opérateurs sont beaucoup plus petits de ce qui se passe en Chine, aux États-Unis. Cette fragmentation est la cause du fait qu'un système, celui des télécoms, qui parlait européen dans les années 80 et 90, aujourd'hui parle américain et chinois à cause de cette taille, de cette dimension petite. Ce n'est pas un cas que dans beaucoup de domaines, nous gagnons parce que nous sommes un. Je fais évidemment l'exemple de Airbus. S'il y avait un Airbus italien, un Airbus portugais, un Airbus suédois, un Airbus français, ce serait Boeing qui gagnait. On a un Airbus européen et on gagne. Il y a des secteurs dans lesquels cette dimension est fondamentale. Et tout ça n'est pas contre les petites et moyennes entreprises, mais est en faveur des petites et moyennes entreprises qui travaillent et prospèrent avec un champion européen qui gagne. Et évidemment, elles perdent de la force si elles sont autour d'un champion national qui décline. Et cet élément-là de compétitivité est de mon point de vue fondamental. Vous avez cité, et je vais aller rapidement à mon deuxième point, les questions de droit des affaires unique au niveau européen. C'est une idée très française que j'ai repris et que j'ai trouvée très importante. Je l'ai développée avec l'idée du 28e État virtuel, donc avec l'idée de dire sans effacer le droit national des pays, mais on crée pour les petites et moyennes entreprises, premièrement, un 28e État virtuel avec son propre droit des affaires qui devient une espèce de passe-partout, un fast-track plus facile et qui est valable partout. Donc un aide très fort et très important aux petites et moyennes entreprises. Vous avez parlé de la 5e liberté, donc un investissement particulier dans l'innovation, la recherche, les skills. Dans mon rapport, j'ai aussi élaboré un concept sur lequel je suis évidemment disponible à creuser, qui est cette idée de la liberté de rester, puisque
le marché unique, c'est un marché qui aide la liberté de circuler, donc la mobilité. Évidemment, la liberté de rester est autant importante que la liberté de circuler, de mobilité pour les personnes surtout. Donc, toute une réflexion autour du rôle des services d'intérêt généraux, surtout dans les régions périphériques. Je termine sur le point que vous avez cité sur la question du marché commun de la défense. Premièrement, comme vous pouvez noter, j'ai parlé de marché commun et non pas de marché unique de la défense pour une raison très simple. Aujourd'hui, la défense est totalement nationale à tous les niveaux. Donc, on a besoin de faire un pas, et le premier pas est celui de faire un marché commun de la défense. Ce marché commun de la défense est fondamental. Pourquoi faire? Pour avoir la taille suffisante pour faire en sorte qu'on puisse faire comme tous les autres pays du monde. Les grands pays du monde, l'argent du contribuable qui est dépensé pour la défense crée des emplois dans leur propre pays. C'est ce que les Américains font. 88% de ce que les Américains ont dépensé pour aider militairement l'Ukraine a créé des emplois en Michigan, Pennsylvanie. Le problème, c'est que 80% de ce que nous avons dépensé a créé des emplois en Michigan, Pennsylvanie, Turquie, Corée du Sud, parce que la taille nationale, exclusivement nationale, et la fragmentation de nos systèmes de défense fait en sorte qu'on n'était pas capable de produire ce dont on avait besoin. Donc on a acheté hors d'Europe. Ce sujet est le sujet qui m'a poussé dans cette direction, dans la proposition que j'ai faite, et en général, et je vais m'arrêter là, c'est un peu le sujet du rapport. Je ne propose pas un débat idéologique sur la dimension européenne contre la dimension nationale ou la dimension nationale contre la dimension européenne. Moi, j'ai toujours plaidé pour la phrase de Jacques Delors, que j'ai trouvé la seule phrase qui raconte bien l'Europe, c'est-à-dire l'Europe comme fédération d'États-nations. Donc les deux éléments vont être pour toujours et les deux drapeaux vont résister pour toujours ensemble. Ce que je trouve absolument clé aujourd'hui est avoir conscience du fait que si on reste fragmenté dans tous les domaines dont je vous ai parlé, et je pourrais faire toute une série d'exemples beaucoup plus exhaustifs sur les conséquences de cette fragmentation nationale dans ces domaines de compétitivité aide, fait heureux, rend heureux Wall Street, les Américains, les Chinois, les Indiens, les BRICS, qui sont capables de profiter de notre fragmentation. Donc, non pas pour des raisons idéologiques, mais pour ramener des emplois chez nous et pour tenir les investissements chez nous, il est clair que dans les domaines que j'ai cités, il y a un besoin très fort d'intégration du marché économique et du marché unique européen. Monsieur le Président, je m'arrête là et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous en venons donc maintenant aux orateurs de groupe, en commençant par le Rassemblement national et par Sylvie Gosserand pour 2 minutes 30. Madame Gosserand. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, votre rapport fait le constat lucide de la situation économique alarmante de l'Union européenne, et ce, à l'unisson avec les rapports Draghi et Noyer. Le retard accumulé des Européens dans tous les secteurs hautement stratégiques a même conduit la Cour des comptes européenne à s'en émouvoir dans son rapport de mai 2024. La dette totale de l'Union européenne est de 458 milliards d'euros en 2023. Quant aux projections pour fin 2026, elles font état d'une dette institutionnelle de 1 000 milliards d'euros. Parmi les solutions, vous exhortez à la mobilisation de l'épargne privée des Européens dans une union des marchés de capitaux rebaptisée Union de l'épargne et de l'investissement. Il s'agirait de favoriser l'investissement des entreprises européennes par des détenteurs d'épargne, c'est-à-dire par les marchés plutôt que par les banques. Ce projet avait été imaginé dès 2014, sans qu'à l'époque il ne soit question du financement de la transition écologique des entreprises ou de la défense, invoqué opportunément aujourd'hui pour justifier cette union des marchés de capitaux. Malgré ses contours flous, ce projet ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union.
À cette opposition de plusieurs pays s'ajoute l'échec indiscutable du PEP, produit pan-européen d'épargne retraite individuelle, lancé en 2022 par Bruxelles, censé permettre, je cite, d'orienter l'épargne vers des marchés de capitaux et favoriser ainsi l'investissement et la croissance dans l'UE. Pour tenter de surmonter cet échec, vous proposez en page 38 de votre rapport de, je cite, lancer un produit d'épargne à long terme avec inscription automatique à l'échelle de l'UE. Vous relevez, je cite encore, un déficit de capitaux à long terme par rapport aux autres grandes économies, dû principalement au sous-développement des fonds de pension et à l'existence des systèmes publics de sécurité sociale par répartition. Un impôt dit impôt sur les rentes, envisagé par Gabriel Attal, alors Premier ministre, s'appliquerait à ceux qui voudraient récupérer leur épargne avant le terme. Aussi, ma question est triple. Sauf à ne pas avoir à convaincre, mais à utiliser l'épargne privée de manière dirigée au service de politiques décidées par Bruxelles, comment l'Europe en situation de nécrose budgétaire pourrait-elle convaincre les investisseurs potentiels de mobiliser l'épargne pour l'investissement? L'Union pour l'épargne et l'investissement ne serait-elle pas plutôt un plan pour capter les liquidités alors que le navire prend l'eau, ce qui expliquerait l'opposition de plusieurs pays européens, dont l'Irlande et le Luxembourg? Deuxième question, disposez-vous d'une projection des résultats escomptés de la mise en œuvre de l'Union des marchés de capitaux? Vous avez évoqué ce qui est faisable. Troisième et dernière question, pourriez-vous expliciter la teneur de la clause d'adhésion automatique évoquée dans votre rapport et dire si les travailleurs européens seront contraints d'adhérer à un fonds européen de retraite par capitalisation? Je vous remercie. Monsieur le Président. Merci. C'est bon, allez-y. Merci Madame Josserand. Je vous remercie pour cette question qui me donne la possibilité de creuser sur ce sujet qui est central dans le rapport, parce qu'effectivement, un des plus grands sujets qu'on a en Europe, c'est premièrement, on n'est pas capable de faire en sorte que l'épargne ait un bon et positif retour pour les épargnants. C'est une des raisons pour lesquelles notre épargne s'en va. Donc, la base de cette proposition est celle de favoriser les épargnants européens, de leur donner, grâce à la dimension du marché européen, la possibilité donc d'avoir des retours majeurs. Évidemment, ce serait une faillite si c'était à l'opposé. Donc, tout ce qui est dans le rapport va dans la direction de donner aux épargnants la certitude d'avoir un retour beaucoup meilleur de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'Union européenne, trop d'épargne reste, par exemple, dans les comptes bancaires, dans une situation totalement absurde en termes d'emploi. Toutes les projections disent et racontent que ce manque d'un pont, d'un lien entre l'épargne et les investissements est un des éléments de différence fondamentale entre la performance européenne et la performance américaine. La performance américaine est une performance dans laquelle l'investissement privé est beaucoup plus important par rapport à l'investissement public dans les domaines qui sont les domaines des biens publics, que ce soit l'innovation, que ce soit la transition, que ce soit même la défense. Ce qui nous manque à nous en Europe, c'est l'investissement privé, qui est dramatiquement bas et non à la hauteur de tout ce qui est aujourd'hui nécessaire. Et finalement, sur les questions de clause, les propositions, moi j'ai fait une série de propositions. Cette série de propositions a des échelles différentes d'instruments et de comment ces instruments peuvent marcher. Donc, j'ai mis un set une boîte à outils, voilà, une toolbox, pour que ceux qui doivent décider décident quelle est la meilleure des solutions possibles. Il est évident qu'il n'y a rien dans tout ça qui ne peut marcher sans un intérêt des épargnants, des travailleurs et de tous ceux qui peuvent mettre leur argent là-dessus. Et il est évident que tout ça va être, si on le fait, un succès parce que l'intérêt des épargnants sera un intérêt positif par rapport au fait qu'aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui se passe. Merci beaucoup. La parole est à David Amiel pour le groupe Ensemble pour la République et pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'État, merci infiniment pour votre rapport et votre présence aujourd'hui, parce que votre rapport, qui est sorti il y a plusieurs mois, était prémonitoire.
les faiblesses structurelles qu'il pointait déjà avant l'élection de Donald Trump deviendraient maintenant à bien des égards des blessures mortelles pour l'Europe. L'absence d'une véritable union de l'épargne et de l'investissement, ça a été rappelé par le président Anglade, nous conduit à exporter notre épargne aux États-Unis. On voit bien l'absurdité aujourd'hui du mécanisme. L'absence d'un marché unique pour favoriser les politiques en matière d'énergie, sur lequel vous revenez aussi dans votre rapport, freine notre électrification. Et on a vu ces dernières années l'Europe osciller entre le gaz naturel russe et le gaz naturel liquéfié américain. L'absence d'un marché unique de la défense, vous l'avez également rappelé, fait que l'argent du contribuable européen sert à faire tourner les industries de l'armement hors d'Europe, ce qui est à la fois absurde économiquement, vous l'avez souligné, mais aussi absurde stratégiquement. On l'a encore vu il y a quelques semaines, quand la pression s'est faite sur le Groenland, le Danemark s'est rendu compte de manière assez cruelle qu'il ne pouvait pas faire voler ses avions indépendamment des États-Unis. Et donc on voit bien au moment où l'Alliance Atlantique est fragilisée à quel point ce modèle économique doit évidemment être refondé. C'est une question de vie ou de mort pour l'Europe de résister à cette pression militaire russe à l'Est et à cette pression économique américaine à l'Ouest. Moi, ma question, elle portait sur le financement de ces choix vitaux, parce que comme vous, je ne crois pas que le choix soit entre la souveraineté nationale et la souveraineté européenne. Le choix est en réalité aujourd'hui entre la souveraineté européenne ou la vassalisation américaine ou russe. Mais il va falloir évidemment mettre de l'argent public sur la table, au-delà de l'argent privé que vous soulignez dans le cadre de l'Union de l'épargne et de l'investissement. Si on regarde la question militaire, la France a renforcé ces dernières années sa loi de programmation militaire et sans doute faudra-t-il aller au-delà. L'Allemagne a annoncé hier un effort considérable, et c'est d'ailleurs un tournant important de la politique allemande en la matière. Mais on va avoir besoin d'un échelon européen, ce que rappelait également le président Anglade, d'abord pour que les petits pays, plus petits pays, participent aussi à cet effort de réarmement, et puis pour assurer que ces financements soient coordonnés technologiquement, industriellement, financièrement. Donc je voulais vous interroger sur le format que vous envisagiez. Faut-il un emprunt commun? Cet emprunt commun, comment s'articulerait-il avec une éventuelle prolongation de Next Generation EU, parce qu'on aura aussi besoin de poursuivre cet endettement plutôt pour des raisons d'innovation, de politique industrielle, ce qu'on avait déjà lancé au moment du Covid. Et donc, quelles ressources communes permettraient d'asseoir à la fois le prolongement des investissements publics en matière civile et ces dépenses militaires qui sont encore plus indispensables? Merci, monsieur le député, monsieur le président. Merci, monsieur Amiel. Vous touchez un point qui me donne la possibilité de répondre en vous racontant aussi ce que j'ai vu dans mon voyage, dans les rencontres que j'ai faites. J'ai vu une Europe qui est divisée en deux. Mais la division en deux, permettez-moi de vous dire, sur ce sujet, n'est pas la division en deux classique, droite-gauche ou Europe, souverainisme national. Mais c'est une division en deux entre pays frugaux, Scandinave, Allemagne, Pays-Bas, pays baltes, Baltique ou Balte, Baltique, Balte, Pologne, République tchèque d'un côté et France, Espagne, Italie, peut-être Belgique, peut-être Irlande de l'autre côté. C'est-à-dire les pays qui n'en veulent absolument pas de European Fiscal Capacity et donc deux endettements communs avec la peur de mettre leur endettement en commun avec le nôtre. Là, je parle de mon pays, l'Italie, qui est le plus endetté. Mais évidemment, ça touche aussi d'autres pays. Et de l'autre côté, les pays que j'ai cités, France, Espagne, Italie, premièrement, donc 3 des 4 plus importantes économies européennes qui pensent que Next Generation EU a été un succès, ce qui est le cas, et qu'on devrait continuer sur cette ligne. En vérité, ce débat est un débat qui n'existe pas en Europe, parce qu'il n'existe pas un débat national sur ces sujets. Je ne crois pas en France que vous avez un débat sur ce sujet. C'est-à-dire il y a, comme en Italie, en fait, un accord assez large dans les forces politiques à penser qu'il faut aller dans cette direction. Mais ce même accord existe aussi dans les pays du Nord. C'est un accord, mais sur l'opposé, disons sur une position qui est totalement différente. Donc, mon point, et c'est la proposition que j'ai faite, est un point pour lequel, puisqu'on m'a demandé non pas ce que je pense moi, mais ce qui est faisable. Parce que moi, vous pouvez imaginer ce que je pense. Mais ce qui est faisable.
Ce qui est faisable, de mon point de vue, passe par 2 points. Le premier point est une initiative qui est un pilier d'argent privé et un pilier d'argent public. Et je reviens à la question posée par Madame Josserand, c'est-à-dire si j'ai mis l'attention sur la Savings and Investments Union, sur l'union de l'épargne et de l'investissement, et aussi parce que c'est la façon de débloquer la possibilité que les pays nordiques frugaux ouvrent la porte aussi à une partie d'investissement public, que sinon, ils ne mettraient jamais sur la table. Et les deux sont nécessaires. On ne peut pas faire avec l'un sans l'autre. Les deux sont nécessaires. Et je le dis de notre point de vue. De notre point de vue, ça veut dire France, Italie, Espagne. Ce serait une erreur de présenter la proposition qu'on fait seulement en disant on refait Next Generation EU. That's it. Je pense que ce serait une erreur. De l'autre côté, c'est la deuxième question qui se lie à ce qui se passe maintenant. Il y a la question de défense qui joue un rôle fondamental. Demain, le Conseil européen va discuter de tout ça. Alors, moi, je le dis très clairement et très franchement. Moi, je partage et je pense que je soutiens le plan de von der Leyen qui sera présenté demain au Conseil européen. Je pense que le plan de von der Leyen est un premier pas qui va dans la bonne direction, dans lequel il y a la European Fiscal Capacity pour avoir des financements communs en matière de défense, non pas seulement des financements nationaux, qui est la seule possibilité de faire la défense commune. Donc, le plan von der Leyen va dans la bonne direction. Il est évident qu'il faut faire du levier par rapport à tout ça avec les pays frugaux et les pays nordiques, puisqu'ils demandent plus de défense et ils accepteraient d'avoir probablement de la fiscal capacity au niveau européen sur la défense. Je pense qu'il faudrait tranquillement dire, une fois qu'on l'a fait, si on l'a fait sur la défense, il faut le faire aussi sur l'innovation. Il faut le faire aussi sur l'accompagnement de la transition, parce que l'accompagnement de la transition est essentiel pour éviter des backlash sociaux et économiques qui risquent d'être là. Donc ça, c'est un peu la réponse à votre question. C'est un sujet complexe, compliqué. L'unité de l'Europe autour de ce projet que j'ai présenté, de mon point de vue, est la seule possible. Je ne vois franchement pas comment on peut arriver à mobiliser des trillions, comme ça va être nécessaire dans les prochaines années, d'une autre façon. La seule façon est celle de tenir ces 3 piliers, donc investissement privé, défense et investissement public, à travers la méthode, disons, Next Generation EU. Merci. Merci beaucoup. La parole est au groupe socialiste et c'est Marietta Karamanli pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voulais remercier l'initiative de notre Président Anglade de vous faire venir. Et je veux remercier de votre présence et de votre rapport dont les conclusions ont été adoptées par le Conseil européen. Alors, vous faites plusieurs propositions et convergences de politique publique et votre rapport donne aussi quelques pistes de méthode. Sur le fond, vous insistez sur la constitution d'un marché de l'énergie, des télécommunications et des transports. Et vous proposez aussi la création d'une cinquième liberté liée à la recherche, l'innovation et l'éducation. J'aurais 3 questions sur ce sujet. D'abord, les réflexions actuelles de la Commission vont dans le sens d'une relance de la recherche, mais plutôt en centralisant avec un fonds unique de l'Union européenne et confondant, si j'ose dire, un peu la recherche et l'innovation productive. Et il y a le projet d'une fusion de programmes, sans d'ailleurs, à ma connaissance, une concertation de l'ensemble des acteurs. Et donc, ma première question est quelle place pour les chercheurs, les universités, les entreprises qui font de la recherche, les organismes dédiés dans la définition d'une stratégie européenne, quel partage entre un niveau central et une diversité constitutive justement de cette liberté à laquelle vous appelez. Ma deuxième question porte sur l'enseignement et la formation.
affirmer un souverainisme, je dirais, européen, sans savoir si nous pouvons élaborer et construire donc, et produire, et sans initiative forte dans ce domaine, me paraît donc une lacune. Donc il s'agit selon moi d'un impensé. Et donc je pense que, comme vous, que la relance d'Erasmus, des échanges scolaires et des temps de formation entre les jeunes et formateurs dans un autre pays qui a constitué vraiment un véritable succès européen, parlant aux jeunes encore aujourd'hui, et pourtant pourrait redevenir, nous semble-t-il, un objectif politique majeur. Quels dispositifs, justement, de relance vous paraissent pouvoir et devoir être envisagés? Et puis enfin, sur la question de l'articulation des financements budgétaires et priorités. Une nouvelle priorité s'est faite justement avec la nécessité d'une Europe de la défense. Et à titre personnel, j'ai défendu ici dans un rapport avec un co-rapporteur qui n'est plus là aujourd'hui sur les règles budgétaires applicables justement aux États membres de l'Union européenne pour que certaines dépenses justement soient calculées dans la dette et le déficit public. Quelle est votre analyse sur ce sujet-là? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame Karamanli. Je me concentre sur la question de recherche. Sur les autres questions de financement, quelque chose j'ai déjà dit, je vais ajouter une chose à la fin. Sur la question de recherche, il y a deux pistes fondamentales de mon point de vue. Une première piste est la piste liée au fait qu'aujourd'hui, puisque dans ce domaine, il y a, oui, les compétences européennes en matière de recherche, mais il y a aussi la prédominance des compétences nationales en matière d'éducation, ce qui est compréhensible pour l'histoire et pour les vétos de Mme Thatcher et tout le reste. La conséquence de tout ça est brutalement négative. Si vous parlez avec le monde des chercheurs, avec le monde des entreprises, ils vous racontent tous que le manque d'un diplôme européen valide partout en Europe, valable partout en Europe, est quelque chose qui crée un énorme problème chez nous. Aujourd'hui, il manque une mutual recognition des diplômes de pays en pays. Cette situation est une situation qui rend les choses beaucoup plus compliquées et rend évidemment aussi moins attrayant les études ici en Europe par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays du monde, par rapport évidemment à des étudiants qui viennent de l'étranger. Et tout ça crée un problème énorme aux entreprises qui ont un énorme problème de comprendre quelle est la validité d'un diplôme et une situation qui évidemment est de plus en plus compliquée. Ce sujet est un sujet qui concerne le diplôme, mais qui concerne surtout les chercheurs et la façon dans laquelle la mobilité des chercheurs peut travailler. Donc, ce qu'on propose, je propose même qu'on emploie la même méthode du 28e état virtuel dont je vous parlais auparavant, appliquée à ce système-là, parce qu'il faut absolument surmonter cette difficulté et aider, premièrement, les jeunes chercheurs. Deuxièmement, les entreprises. Il faut rendre tout ça beaucoup plus, avec une capacité de travailler beaucoup majeure. Deuxième point, c'est évidemment le point des financements que vous avez touché. Le point de financement est lié au fait que nous entrons dans une phase de grand risque. Et quel est le risque? C'est le fait que Next Generation EU va se terminer à la fin de l'année prochaine et nous rentrons avec le vieux système de budget européen. Le vieux système de budget européen est beaucoup moins généreux, évidemment, que Next Generation EU. Donc, on va vivre une phase de coupe. Cette phase de coupe, ce sont les jeunes qui vont la payer. Ce sont même les jeunes de l'Erasmus qui vont la payer. Donc, tous ces sujets sont des sujets sur lesquels la nécessité dans ce domaine d'éviter ces coupes et de relancer est fondamentale. La seule possibilité est de le faire à travers le système dont je vous parlais, donc la possibilité de considérer l'innovation, la recherche comme une cinquième liberté financée au niveau européen avec ce but de considérer tout ça comme un bien commun public au niveau européen. Et je pense que tout ça est aujourd'hui essentiel. Si on ne le fait pas, la distance avec les États-Unis, avec leur capacité de financer, avec des volumes d'argent beaucoup plus importants que chez nous, va encore créer un gap de plus en plus important. Merci.
Merci beaucoup. La parole est à Sabine Thier pour le groupe démocrate et pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Letta, ravi de vous revoir. Vous avez déjà répondu en fait à beaucoup de questions que j'avais, mais j'aimerais bien que je trouve l'idée intéressante de ce que vous avez dit, de considérer le marché de la défense en tant que marché commun et non en marché unique. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter ce que vous comprenez en détail par ça, préciser un petit peu. Ce que je trouve un peu compliqué aussi, c'est de me dire Next Generation EU. Nous ne savons toujours pas, en fait, comment exactement nous allons rembourser. Il y a quand même des grandes discussions autour des ressources propres. Comment peut-on convaincre les pays frugaux d'aller un petit peu dans le sens de continuer ce genre d'instruments financiers. Après, sur l'épargne privée qu'on doit absolument mobiliser, par exemple, en deuxième pilier pour la défense, pour nos industries de défense. Or, il y a une grande frilosité des banques. Moi, j'ai assisté à Munich à une table ronde avec des responsables de la Banque européenne d'investissement qui disaient oui, l'épargne est là, l'argent privé est là, mais simplement, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas suffisamment défini les priorités sur quoi on doit investir et comment mobiliser, comment faire en sorte qu'il y ait moins de frilosité de nos citoyens aussi d'investir dans les instruments de défense. Et je trouve qu'on parle en réalité très peu de nos citoyens. Quand on est député dans une circonscription assez rurale, loin de toute frontière, parfois c'est quand même très difficile d'emmener les gens sur des questions de défense et sécurité, même si ça change maintenant. Et quel regard vous portez sur une préférence européenne quant aux acquisitions, quand c'est possible? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame Thier. Et ça me donne la possibilité de creuser sur la question marché commun. Pourquoi marché commun et non pas single market, non pas marché intérieur? Pour une raison très simple, c'est-à-dire le marché de la défense, par définition, est un marché sui generis, parce que c'est un marché dans lequel, normalement, il y a un vendeur et il y a un acheteur. Ce sont les États, et normalement, ce sont des grandes entreprises dont il y en a une, deux, trois chaque État, et qui ont une relation très forte avec le gouvernement national. Ce que je propose, évidemment, dans tout ça, est de créer un marché commun de la défense avec un but principal. Le but principal est celui de, dans cette situation très particulière que nous sommes en train de vivre, de remettre le Royaume-Uni dans le jeu et de nous remettre dans un discours positif avec le Royaume-Uni qui, évidemment, dans ce sujet, joue un rôle fondamental. Ce qui s'est passé dimanche dernier est un élément fondamental avec, à Londres, ce sommet et cette nouvelle entente franco-britannique est, je pense, une nouvelle positive pour l'Europe, vu que les deux pays sont les deux membres européens du Conseil de sécurité des Nations Unies avec droit de veto. Et ce sont les deux puissances nucléaires mondiales qui sont en Europe. Donc, l'idée de fond de ce marché commun est évidemment celle d'avoir aussi les autres pays que j'ai nommés, mais surtout de reprendre un fil avec le Royaume-Uni. Par contre, faites-moi dire que Donald Trump passe comme le tout-puissant, celui qui il dit les choses et il le fait, mais c'est quelqu'un aussi qui fait, de son point de vue, beaucoup de maladresse. Parce qu'en fait, en une semaine, il a remis ensemble, après 8 mois de conflit, l'Europe et le Royaume-Uni. Après 8 mois de Brexit et de conflits incroyables. Il fallait Donald Trump pour que l'Europe et le Royaume-Uni se remettent ensemble. Je trouve ça franchement intéressant aussi en termes de pédagogie, même par rapport au débat public de nos pays dans lesquels cette attitude de Donald Trump passe un peu comme l'attitude du gagnant, du fort. Voilà, c'est un fort très maladroit, puisque une des premières conséquences est une conséquence franchement totalement inattendue chez nous et totalement positive. J'ajoute donc
merci Trump d'avoir remis ensemble l'Europe et le Royaume-Uni, puisque à nous tout seuls, on n'avait pas réussi à le faire pendant les dernières 8 ans. Et tout ça, évidemment, dans une question dans laquelle le rapport entre les gouvernements est fondamental. Marché commun, ça veut dire que les gouvernements doivent s'entendre sur comment faire des projets communs, sur les différents projets d'armement. Ce qui aujourd'hui rend notre système un système qui n'est pas à la hauteur des défis est le fait que, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, dans les différents secteurs, nous avons 12, 16, 18 modèles différents, ce qui rend chaque modèle beaucoup plus petit par rapport à ce qui est aujourd'hui nécessaire, alors que dans le système américain, ils choisissent un et ils sont tous sur celui qu'ils choisissent. Donc ça, c'est le point, de mon point de vue, essentiel du projet. Ça passe par un travail commun des gouvernements. Je salue le travail que le commissaire Thierry Breton a fait pendant les 5 années derrière nous, parce que c'est grâce à son travail que aujourd'hui l'Union européenne et la Commission européenne sont en condition d'avoir un commissaire à la défense, qui évidemment est l'évolution de ce que Thierry Breton a fait dans son remarquable travail dans le domaine du marché unique, de la DigiGrowth, de la politique industrielle et aussi évidemment de l'industrie de la défense. Merci. Merci beaucoup. On a terminé avec les orateurs de groupe. Il me reste quelques questions de députés pour 1 minute. Je vous propose de les prendre par 3 et d'y répondre de manière groupée. Comme ça, comme vous êtes un peu tenus par le temps, ça nous permettra de rationaliser un peu les choses. En commençant par Nicolas Dragon pour le groupe Rassemblement National et pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président Anglade, Monsieur le Président Letta, chers collègues. Dans votre rapport, vous pointez notamment les coûts de l'électricité, de l'énergie particulièrement élevés dans l'Union européenne. Je prends le cas justement de l'électricité pur hasard. En France, grâce à nos 57 réacteurs nucléaires, nous avons l'électricité la plus abondante d'Europe et pendant des décennies la moins chère de toute l'Europe. Dois-je rappeler que les règles du marché européen de l'énergie de l'Union européenne organisent la flambée des factures en indexant le prix français de l'électricité sur celui du gaz. Par ailleurs, grâce à notre parc nucléaire, selon un institut français, en 47 ans, le nucléaire français a permis d'éviter l'équivalent de 28 années des émissions de CO2 de la France en 2023. Cela n'est pas, par exemple, le cas de notre voisin d'Outre-Rhin, dont les émissions ont dégagé par kilowattheure produit 434 grammes de CO2 contre 56 grammes pour la France en 2022. Ne serait-il pas temps, Monsieur le Président, d'insuffler une nouvelle politique européenne sur l'énergie en général et sur le nucléaire en particulier? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Charles Sisson-Stoul pour le groupe Ensemble pour la République et pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez dit que votre rapport se concentrait sur ce qui est faisable. J'ai néanmoins une question sur l'évolution des traités, sur le sujet de la fiscalité, parce que pour achever le marché intérieur, il faut aussi faire évoluer nos règles de décision au niveau européen sur la question de la fiscalité. Si on n'a pas pu faire la taxe sur les géants du numérique il y a 6 ans au niveau européen, c'est parce que nous sommes encore à l'unanimité. Donc là-dessus, avec votre expérience politique, notamment de président du Conseil, est-ce que vous partagez le fait qu'il faudra passer à la majorité qualifiée sur les sujets de fiscalité, mais ensuite le diable se cache dans les détails? Quels impôts? Est-ce que vous pensez que dans le cas d'une révision des traités qui arrivera peut-être dans quelques années, c'est quelque chose qui est faisable, où il y aura des réticences très très fortes? Merci beaucoup. La parole est à Thierry Sauter pour le groupe socialiste et pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Cher Président, je souhaite revenir sur un point qui a été évoqué par le Président Anglade lors de son introduction et que vous avez évoqué ce matin sur les ondes d'une radio bien connue en France. C'est l'usage des actifs russes gelés et non pas uniquement des bénéfices de ces actifs. C'est un débat qui a commencé à avoir lieu dans cette même commission il y a une quinzaine de jours à l'occasion de l'étude d'une autre résolution qui sera étudiée la semaine prochaine dans l'hémicycle.
On a également pu voir l'avis d'un certain nombre de membres du gouvernement français. Je pense particulièrement dans l'expression de monsieur le ministre Lombard, qui s'est exprimé de manière négative sur cette question-là. Ce matin, j'ai cru comprendre sur France Inter que vous avez, en utilisant l'expression « il faut mettre les doigts dans le pot de confiture », vous étiez plutôt favorable à ce qu'on puisse étudier sérieusement cette question. C'est un débat qui aujourd'hui est important. Quand on rappelle également que dans la situation géopolitique que nous vivons, la Russie est l'agresseur et qu'à un moment ou à un autre, il est logique que la Russie soit amenée à assurer des réparations et que pour cela, nous puissions faire usage d'ores et déjà des avoirs gelés. Merci beaucoup. Je vous laisse répondre à ces 3 premières questions. Merci. Merci, Monsieur Dragon, pour avoir touché le sujet de l'énergie. Ça me donne la possibilité de dire ce que je pense sur ce sujet. L'énergie, parmi les 3 que j'ai mis au centre de ma réflexion, énergie, télécom, services financiers, a une place différente. Parce qu'il y a un article du traité qui laisse chaque pays souverain de son energy mix, de son mix d'énergie nationale. Donc il est évident que dans le domaine de l'énergie, il y a une situation qui est différente par rapport au reste. Donc ce que je propose dans le rapport n'est pas évidemment d'intégrer et d'avoir une source d'énergie commune pour tous. Ce que je propose dans le rapport est, de mon point de vue, la seule chose faisable en Europe. C'est-à-dire, en Europe, nous avons la possibilité d'avoir beaucoup de sources d'énergie. On peut avoir le vent qui vient du nord, on peut avoir le soleil qui vient du sud, on peut avoir le nucléaire français, on peut avoir le gaz dans quelques autres pays, on peut avoir la géothermie. En fait, on a beaucoup de sources énergétiques. On peut profiter de toute cette diversité si on a les interconnexions nécessaires pour le faire. Donc, si vous avez les interconnexions, si nous avons les interconnexions, on peut une journée employer le vent du nord, une journée, la journée d'après, employer le soleil du sud ou le nucléaire français, chaque journée employer celui qui coûte le moins. Ça, c'est la proposition, en fait, que je fais, qui est très simple. Évidemment, c'est une proposition complexe parce qu'elle a besoin d'investissement dans les interconnexions. Tout ça, évidemment, donne toute la liberté et la force au nucléaire français. Je ne peux pas me passer de dire que la flambée des prix est la faute de Poutine, n'est pas la faute de l'Europe, la flambée des prix de l'énergie, parce que l'invasion russe de l'Ukraine est devenue aujourd'hui une des raisons de perte de compétitivité de l'Europe, parce que partout en Europe, la flambée des prix, des coûts de l'énergie était un des problèmes les plus importants qu'on est en train de vivre. Mais je pense que sur ce sujet, la capacité de tenir, évidemment, les sources nationales et de faire en sorte que chacun puisse profiter au meilleur prix grâce aux interconnexions de tout le reste est, de mon point de vue, la seule possibilité de s'en sortir, parce qu'aujourd'hui, on a sérieusement un problème et ce problème de coût de l'énergie doit être résolu. Monsieur Sitzentoul, je comprends votre point, évidemment, et je le partage. Je crains qu'un débat de succès et avec un résultat de succès, de changement des traités sur ce sujet soit très, très compliqué. Je le dis parce qu'il faut être réaliste. Très compliqué parce que, pas à cause de l'Hongrie, hein, pour être clair, mais à cause d'autres pays européens qui veulent tenir les choses sur ce sujet comme ils le veulent. Et même des pays fondateurs, hein, pour être clair. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel, aujourd'hui au moins, ce sera compliqué d'ouvrir un débat. Ce qui est faisable est une autre chose. Et votre question me donne la possibilité de partager avec vous cette expérience que je viens de faire et qui, je n'avais aucun doute là-dessus, je n'ai pas fait dans cette commission et dans ce débat. Mais quand je présente le rapport, c'est le 4e Parlement que je visite, à la demande évidemment des parlements nationaux. Et le dernier était le Portugal, j'étais en Grèce. Dans les débats que je fais avec les acteurs sociaux, dans beaucoup de lieux, à la fin de mes propos, normalement, je reçois une question qui est la suivante.
intéressant ce que vous dites, mais c'est infaisable parce qu'il y a l'unanimité. Quelqu'un va toujours bloquer. Et en vérité, comme vous venez de le dire très bien, dans la plus grande partie des sujets du marché unique, il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas de veto, il y a le vote à la majorité. Le problème est que dans nos têtes, on a un peu comme idée commune l'idée qu'on ne peut décider que tous ensemble en Europe, ce qui est une fausse idée. Quand on est 24 d'accord et 3 contre, on décide à 24. Quand on est 20 d'accord et 7 sont contre, on décide à 20. C'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans nos immeubles, dans lesquels, si on est copropriétaire dans un immeuble de 27 habitations et vous devez refaire l'ascenseur, si vous attendez d'être d'accord à 27, l'ascenseur va rester toujours cassé, ne va jamais être fait. La règle de la majorité existe au niveau européen et le vrai problème est dans la tête des pays membres qui ne veulent pas employer cette règle de la majorité, même quand il y a seulement 2-3 pays qui sont contraires. Il y a 2 pays qui sont contre et on y va. Dans un autre domaine, ils seront dans la majorité. Donc, ce n'est pas une question d'isoler personne, c'est une question de décider. C'est ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant. Et je pense donc, je vous remercie pour votre point, parce que ça me donne la possibilité de clarifier cet élément qui est, de mon point de vue, essentiel. Et ce qui ne s'est pas passé jusqu'à maintenant. Dans beaucoup de ces sujets, on attend les 27 tous d'accord. Et donc, à la fin, on ne prend pas de décision. Monsieur Sauter, je pense qu'évidemment, il y a des éléments de droit qui sont complexes dans cette situation. Je le comprends, je le vois, et je comprends toutes les incertitudes et aussi toutes les prudences. Mais je pense aussi que politiquement, cette question est déjà réglée. C'est-à-dire, nous avons déjà payé la facture Poutine. Nous avons tous, nous les Européens, déjà payé les coûts de l'invasion criminelle russe de l'Ukraine. J'emploie ces mots parce que, hélas, il faut le répéter, parce qu'une voix très forte et très écoutée au niveau mondial répète que ça a été une invasion de l'Ukraine, des Ukrainiens envers de la Russie. Et ce n'est pas ça, c'est une invasion de la Russie criminelle contre les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont déjà payé même un prix énorme en termes de vie humaine. Nous sommes en train tous de payer un coût, nos entreprises, nos employés. Donc je pense qu'il est absolument normal de considérer qu'à la fin de cette guerre, il va y avoir quelqu'un qui va payer. Et ce sera l'agresseur qui va payer. Donc je pense que si quelques-uns de ces coûts sont payés en avance, en employant ces actifs, je pense que la chose est absolument politiquement concevable. Merci beaucoup. Il me reste quelques demandes de prise de parole, en commençant par Patrice Martin pour le groupe Rassemblement National et pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'État, la relance de la titrisation est l'une des premières consultations lancées par la nouvelle Commission européenne von der Leyen qu'elle estime nécessaire au bon fonctionnement du marché des crédits. Dans ce but, elle peut aujourd'hui s'appuyer sur les conditions du rapport Draghi, qui y voit aussi un élément indispensable à la réalisation de l'union des marchés des capitaux et supposé permettre à l'Europe de financer les investissements nécessaires à sa réindustrialisation et sa décarbonation. L'un des objectifs initiaux de l'union des marchés des capitaux était de réduire la dépendance au financement bancaire en diversifiant les sources des capitaux. Or, il s'agit bien d'un mécanisme bancaire et une technique qui permet aux banques de se délaisser des paquets de crédits risqués au point d'intermédiaire qui les transforme en titres négociables et rémunérateurs sur les marchés. La relance de la titrisation lancée par la Commission n'était pas contradictoire avec l'objectif de débancariser le financement de l'économie réelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Liliana Tanguy pour le groupe Ensemble pour la République pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'État, le décrochage économique de l'Union européenne était annoncé et peut-être qu'avec le plan de soutien à l'industrie de la défense qui est annoncé aussi par la présidente de la Commission, on pourrait enrayer ce décrochage. Mais compte tenu de la mosaïque actuelle des réglementations nationales, est-ce que vous pensez qu'un code européen du droit des affaires
pourrait constituer en fait une facilitation du réinvestissement dans les industries stratégiques européennes, sachant que l'association Henri Capitan préconise donc un 28e droit qui serait proposé aux entreprises et pour lequel j'ai d'ailleurs contribué dans le cadre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande où nous avions travaillé sur le rapprochement du droit français des affaires avec le droit français allemand. Merci. Merci. La parole est à Guillaume Bigot pour le groupe Rassemblement national pour 1 minute. Oui, merci. Monsieur le Président l'État, vous nous avez expliqué que, comparé à d'autres pays, l'Europe n'avait pas pu bénéficier de commandes, en fait, en aidant militairement l'Ukraine. Vous avez comparé l'Europe à la Corée du Sud, aux États-Unis, à la Turquie. Mais enfin, il faut quand même il y a un abus de langage. L'Europe n'est pas un pays, c'est une organisation internationale. Et en ce qui concerne ce pays, il appartient à son peuple depuis 1789. Deuxième point, vous parlez donc on est en train de tourner autour de cette relance de l'union des marchés de capitaux. Mais l'union des marchés de capitaux n'est-elle pas destinée, c'était l'objet d'un communiqué de presse qui est sorti en 2022, de relancer le produit pan-européen d'épargne, qui a été un échec absolument notoire. Pour une raison simple, c'est que, en fait, finalement, l'épargne comme la monnaie sont une affaire de confiance. Que la confiance renvoie à un affectio societatis. Il n'y a pas d'État et il n'y a pas d'affectio societatis de peuple européen. Et donc, quelles sont les garanties qu'on recouvrira notre argent? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous laisse répondre. Après, il y a encore 3 questions et puis on en aura terminé. Première question, Monsieur Martin. Dans mon rapport, moi, j'ai proposé qu'il y ait un test pour voir si on peut bloquer un débat sur la titrisation qui, jusqu'à maintenant, a été un débat sans aucune évolution. Et donc, je propose un test sur la question de la so-called titrisation verte. Donc, dans des domaines qui sont liés au financement de la transition verte, est-ce qu'on peut voir si des nouveaux produits de ce genre-là peuvent être des produits de succès? En vérité, ce que je pense est que la diversification des sources de financement est absolument nécessaire. Elle est nécessaire pour les entreprises, elle est nécessaire pour la croissance, elle est nécessaire pour tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Europe, on continue à voir les banques comme la plus importante source de prêts et d'investissement des entreprises. Je pense que c'est une erreur. Je pense que la diversification est essentielle et des produits des marchés financiers sont absolument nécessaires. On va voir ces tests dont je vous ai parlé. Je pense que le débat est entré dans la bonne direction, est en train d'aller dans la bonne direction. Et évidemment, c'est un sujet sur lequel il faudra traiter les choses avec beaucoup d'attention. Madame Tanguy, je partage votre point. Moi aussi, j'ai eu la possibilité de débattre avec les représentants de l'association que vous avez citée. Je trouve qu'une intégration et la création d'un code européen des affaires, du droit des affaires est fondamentale. La proposition que j'ai faite d'un 28e État virtuel va dans cette direction et je vois que c'est une des propositions qui trouve le plus de consensus partout où je l'amène en Europe. J'étais à Vilnius il y a quelques jours, j'étais à Lisbonne il y a quelques jours. C'est une proposition que les entreprises aiment parce qu'évidemment, ça leur donne la possibilité d'éviter cette présente frustration qui est énorme. Donc j'espère qu'on puisse aller dans cette direction. Madame von der Leyen l'a dit, et donc j'espère que ça puisse marcher. Monsieur Guigou, pardon, Monsieur Bigot, vous avez raison, c'est une question de confiance. Je partage votre point. Mais comme ça a été dans le cas de la monnaie, il peut y avoir une monnaie qui n'est pas issue d'un État souverain, mais d'une Union européenne qui est un succès. L'euro est un succès. Personne, même pas votre parti aujourd'hui, propose de sortir de l'euro et de revenir à la monnaie nationale. Dans mon pays, personne aujourd'hui demande de sortir et de revenir à la lire. Je vous avoue que ça me étonne
parce qu'il y a 20 ans, le débat sur le fait que l'euro était la cause de tous les maux et toutes les difficultés de mon pays, de l'Espagne, de la France, etc., était devenu un sujet de débat politique. Aujourd'hui, personne ne veut sortir de l'euro. On sait tous très bien que l'euro est un bouclier qui nous rend, dans le monde si troublé d'aujourd'hui, un peu plus fort. Donc moi, je pense que le succès de l'euro est exactement la démonstration du fait qu'un produit commun de l'épargne peut nous donner plus de force de ce qui se passe aujourd'hui pays par pays. Et je vous avoue en plus que dans mes propos, j'ai beaucoup pris exemple du débat français sur le sujet de l'épargne. Parce qu'en France, vous avez une tradition très avancée qui, je pense, serait une tradition très positive pour le reste de l'Europe. Donc moi, je pense que c'est un sujet sur lequel l'Union européenne, qui, là, je me permets de dire que je ne suis pas d'accord avec votre définition, l'Union européenne n'est pas une organisation internationale. Les Nations unies sont une organisation internationale. L'Union européenne n'est pas une organisation internationale. Et je pense que dans ce sujet, et j'espère que le succès de l'euro puisse être un élément positif aussi pour ce genre d'instrument qui, comme vous l'avez dit, et je partage totalement votre point, ne peut être un succès que s'il y a un élément de confiance. Sinon, ça va être un insuccès. Et merci beaucoup. Allez, on fait les 3 questions et les réponses en 10 minutes, si ça vous va. Et comme ça, après, vous êtes libérés. En commençant par Céline Calvez pour le groupe EPR pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'État, avec la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux, vous proposez dans votre rapport une 5e liberté, celle de pouvoir partager la recherche, l'innovation, les données et les connaissances. Alors, les progrès impressionnants de l'intelligence artificielle générative ne peuvent pas atteindre tout leur potentiel global sans l'accès à des données très nombreuses, mais il faut que ce soit des données de qualité. Et les cerveaux européens en ont conçu et en conçoivent beaucoup. C'est un véritable patrimoine commun dont le monde a sûrement besoin. Les concepteurs d'IA ont besoin d'accéder à des données de qualité, mais il faut qu'elles soient obtenues avec le consentement des détenteurs de données. Alors d'après vous, comment concilier au mieux cette liberté de partage de données et le respect de la propriété intellectuelle de nombreux auteurs ou artistes européens? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Pascal Pierrat pour le groupe Les Patriotes au Parlement européen. Exactement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'État, nous y sommes. Nous y sommes. Votre rapport nous propose le grand saut fédéraliste, en n'en disant pas tout à fait le mot, mais je crois que tout le monde l'aura compris. Ce grand saut fédéraliste, vous l'illustrez particulièrement autour du 28e régime, dont je rappelle que votre page 108 de rapport indique qu'il s'agit d'uniformiser les règles, non pas seulement en droit des sociétés, mais également en droit de l'insolvabilité, en droit commercial, en droit de la propriété intellectuelle, en droit fiscal et en droit du travail. Alors, s'agissant précisément, Monsieur l'État, du droit du travail, le droit du travail, c'est la vie des gens. C'est la vie des gens. Quelles seront les règles relatives à la nature des contrats de travail, les règles relatives au licenciement, à la protection sociale, au temps de travail, au salaire minimal? Est-il question d'imposer aux salariés des entreprises qui auront choisi le 28e régime des standards qui seront nécessairement moins disants que ceux de certaines législations nationales? J'observe que votre rapport ne mentionne aucune de ces conséquences concrètes. Alors je pose la question, l'intégration européenne justifie-t-elle la destruction de nos acquis sociaux? Merci, c'est terminé. Et enfin, Madame Tillet pour le groupe démocrate pour 1 minute. Merci. Monsieur l'État, j'aimerais bien revenir vers le droit des affaires. En fait, c'est quand même un vieux serpent de mer dans l'Union européenne. Nous avons plusieurs fois entendu quand même l'association Henri Capitan ici aussi. Qu'est-ce que vous entendez par droit des affaires? Parce que ça peut aller, c'est très large, hein, les rapports commerciaux, le droit fiscal, le droit des faillites, la distribution, la propriété intellectuelle. Et si on n'avance pas, c'est aussi qu'on a souvent dans l'Union européenne des cultures d'entreprise très très différentes où on met le marqueur à un autre endroit. Par exemple, quand on pense au droit des faillites entre la France et l'Allemagne va privilégier les créanciers alors que la France va privilégier le maintien de l'emploi, par exemple, au détriment des créanciers. Donc comment on peut trouver une juste articulation, d'après vous? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président Anglade. J'en profite pour vous remercier pour l'invitation à être ici et le débat que j'ai trouvé
comme toujours, quand je viens dans cette commission, très stimulant et très utile. Sur la 5e liberté, vous touchez un point difficile, parce que, évidemment, la question de trouver un bon équilibre est la question clé pour nous, les Européens. Nous ne sommes pas les Américains et nous ne sommes pas les Chinois. Nous sommes autre chose, et cette autre chose veut dire que cet équilibre entre la liberté de circulation et l'accès des données, et en même temps la protection des données et la protection intellectuelle, donc la protection des droits de la personne, est absolument essentielle. Là, je trouve que ce que vous dites, et qui est exactement la piste sur laquelle il faut aller, est une formidable occasion pour démontrer le leadership européen dans le monde entier. Parce que moi, je suis sûr que si l'Europe est capable d'élaborer encore plus avant que ça ce point d'équilibre, peut devenir une référence globale. Donc, c'est un sujet sur lequel ce point d'équilibre est essentiel et il faut aller dans cette direction. Madame Pierrat, le 28e État virtuel, c'est une option. Ce n'est pas une obligation. Ça, c'est la différence. Donc, je ne vois pas où il peut y avoir des problèmes. C'est une option. Le droit national reste. Donc, il n'y a pas d'élimination du droit national. C'est une option. Les entreprises choisissent. Et évidemment, comme j'ai clarifié dans tous les lieux où j'ai parlé, le Parlement européen, vous trouvez tout ça très clairement, la clause de sauvegarde sociale, évidemment, entre dans ce sujet. Donc, si un pays se trouve avoir une législation sociale plus avancée, c'est cette législation sociale qui est la principale à être employée. Donc, je vous tranquillise dans ce sujet, parce que ce sujet met à cœur, à moi, comme je viens d'entendre, à vous, et je pense aussi que la protection des droits des travailleurs est un élément fondamental et essentiel. La pire des choses qui peuvent se passer, c'est que l'Europe soit perçue comme un élément qui détruit le droit du travail. C'est exactement le contraire. L'Europe est le rempart des droits sociaux et c'est un point auquel je suis vraiment très, très, très attaché. Et comme Madame Tillet venait de dire, moi je suis très content du fait que la question du 28e État virtuel ou de 28th regime, comme les Anglais disent, moi je préfère État virtuel, je n'aime pas beaucoup le mot régime, peut-être dans ma propre langue ça évoque des mauvais souvenirs, mais le 28e État virtuel est une méthode. C'est une méthode qui tient ensemble la dimension nationale, la dimension européenne, mais qui rend les choses plus simples et qui surtout intervient sur un point qui n'a pas été touché dans notre débat aujourd'hui, mais qui est un point fondamental aujourd'hui dans le débat européen, la simplification. C'est le point essentiel que les entreprises aujourd'hui demandent. C'est le point essentiel pour la compétitivité, mais évidemment, et je reviens à ma réponse à Madame Pierrat, c'est un point qui ne peut pas devenir un élément contraire aux droits des travailleurs. Donc cet élément de simplification trouve dans le sujet que j'ai abordé, donc dans le 28e, une possibilité de méthode qu'on peut appliquer à plusieurs domaines. J'ai parlé des diplômes européens, par exemple. Je pense que dans ce domaine, on pourrait tranquillement appliquer le 28e État virtuel et dans d'autres sujets. Dans le cas, évidemment, du droit des affaires, il y a des domaines dans lesquels c'est plus facile, dans les domaines dans lesquels c'est moins facile. Quand la fiscalité est touchée, c'est impossible pratiquement, à moins qu'il n'y ait un accord entre les 27. Donc évidemment, c'est une matière technique, complexe, mais il y a tellement de travaux qui ont déjà été faits et qui attendaient l'instrument. Aujourd'hui, l'instrument est là, et donc j'espère que tous ces travaux, dont, je répète, la France a été leader intellectuel et d'élaboration, puissent trouver grâce au fait que les institutions européennes ont pris ce sujet et cette proposition du 28e État virtuel comme une proposition positive. Faites-moi, Monsieur le Président Anglade, conclure aussi en vous remerciant pour ce débat large et très important qui a eu lieu, un peu comme tous les débats que j'ai eus dans le Parlement européen. J'ai été 22 fois au Parlement européen. J'ai rencontré toutes les commissions, tous les parlementaires, j'ai échangé avec tout le monde et j'ai fait la même chose dans les parlements nationaux où franchement ce genre
interlocution a été pour moi fondamentale, je répète, pour rendre clair le fait que ce rapport est un rapport dans lequel vous pouvez trouver beaucoup de solutions pragmatiques, concrètes. Et ce n'est pas un cas que dans ces solutions pragmatiques concrètes, vous trouvez un peu tous les gouvernements des 27 qui ont trouvé des choses sur lesquelles ils sont en train de pousser. Ça démontre que ce n'est pas une approche idéologique que j'ai appliquée, mais c'est une approche aujourd'hui pragmatique pour aider l'Europe à sortir de la situation de difficulté dans laquelle elle se trouve. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre présence, vos explications, la précision de vos réponses et la qualité du débat qui a été de haute tenue cet après-midi. Merci infiniment pour cela. Nous vous libérons à l'heure indiquée. Et donc merci aux collègues d'avoir tenu les temps de parole. Il me reste simplement à procéder à quelques nominations de rapporteurs. Je voudrais nommer Constance Le Grip sur la proposition de résolution européenne visant à une coopération européenne renforcée contre l'antisémitisme et la haine anti-juive. Monsieur Guillaume Bigot sur celle tendant à la suspension temporaire du pacte vert européen. Madame Manon Bouquin sur celle visant à la suspension des négociations entre l'Union européenne et l'Algérie et à la remise en cause de l'accord euro-méditerranéen de 2005 d'association entre la communauté européenne et l'Algérie. S'il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé. Et la prochaine réunion de commission sera mercredi prochain à 15 h, l'examen de 2 propositions de résolution européenne, l'une sur l'urgence démocratique d'appliquer le règlement européen sur les services numériques. Thierry Sauter et M. Jordanov sont les co-rapporteurs, et l'autre sur une coopération européenne renforcée contre l'antisémitisme et la haine anti-juive. Donc Constance Le Grip vient d'être nommée rapporteur. Voilà mes chers collègues, je vous souhaite une bonne fin de journée.